Alors, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, nous sommes très heureux encore ce soir, le Bureau des diplômés de l'UQAM, en collaboration avec le Conseil des diplômés de la Faculté des sciences de l'éducation. Nous sommes très heureux de vous présenter la troisième édition de la série Parlons d'éducation. Je me présente, Martin Duquette, directeur général adjoint au Centre de services scolaires de la Pointe-de-l'Île, et j'ai l'immense plaisir d'animer cette série d'entrevues avec des experts diplômés en éducation. Le webinaire d'aujourd'hui a pour thématique un nouveau point de vue sur le soutien des parents et la persévérance scolaire des adolescents. Pour nous parler de ce sujet, il me fait plaisir de vous présenter nos invités d'aujourd'hui. Tout d'abord, M. Éric Dion est professeur au département d'éducation et formation spécialisée de l'UQAM. Ses intérêts de recherche portent sur les pratiques efficaces d'enseignement de la lecture au primaire ainsi que sur le contexte social du décrochage scolaire au secondaire. Il est président et fondateur de Randomis, une entreprise à but non lucratif spécialisée dans la diffusion de pratiques d'enseignement appuyées par des données probantes. Ainsi que M. Kamel Afia est agent de recherche au sein de la chaire de recherche du Canada sur la transition à l'âge adulte. Titulaire d'une maîtrise spécialisée en adaptation scolaire et sociale de l'UQAM, ses intérêts de recherche se sont portés sur l'étude de l'encadrement familial et des pratiques parentales en lien avec le décrochage scolaire dans divers milieux multiethniques, défavorisés et ruraux de la région montréalaise. Je rappelle évidemment aux participants que vous avez l'occasion de poser des questions ou commentaires par le biais du clavardage. Nous prendrons quelques minutes au cours de l'entretien pour répondre aux questions. Alors, bonsoir, messieurs. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici ce soir pour notre troisième édition. Alors, je lance le tout avec une question, puis on y va simplement. Alors, bien évidemment, c'est sûr que les parents ont un rôle à jouer dans la persévérance scolaire. Vous en pensez quoi de ça? Est-ce qu'ils ont vraiment un rôle à jouer? Kamel? Donc, je commence. Absolument. Écoutez, je serais tenté, moi, de dire que, bien entendu, les parents ont un rôle et un rôle clé. Et c'est tout à fait normal parce que nous, on parle en particulier d'un public qui est un public adolescent. Donc, oui, effectivement, les parents et je dirais même toute la famille a un rôle à jouer. Donc, voilà pour moi en guise d'introduction. Mais on rentrera dans le détail un peu plus tard. Oui, en fait, Kamel, ce qu'on pourrait ajouter par rapport à ça, c'est que c'est sûr que tout ce qui est de l'ordre de l'intuition nous dit que les parents ont définitivement un rôle à jouer dans la persévérance scolaire parce que je dirais, j'ai de la difficulté à m'imaginer un adolescent qui serait capable d'être comme laissé à lui-même, puis qui traverserait qui réussirait son secondaire au complet. Il y a peut-être des cas comme ça qui existent, mais c'est probablement pas la norme. On se dit, il faut qu'il y ait comme un appui du milieu familial, n'est-ce pas, derrière l'adolescent pour que l'adolescent passe au travers de toutes les vicissitudes de la fréquentation scolaire, qui investissent l'effort, etc., pour réussir. Et pour rester à l'école, même des jours que ça y tente moins. Donc, tout ce qui est de l'ordre du sens commun nous dit, ben oui, c'est sûr que les parents ont un rôle à jouer. Là où ça devient intéressant, c'est quand on regarde la recherche qui est disponible. Puis quand on regarde cette recherche-là, c'est beaucoup moins clair que les parents ont un rôle à jouer pour deux raisons. Premièrement, dans les études où on a essayé d'établir un lien entre l'encadrement des parents et la persévérance scolaire, ce qu'on a fait, c'est que c'était souvent dans le cadre d'études qui n'avaient pas été conçues expressément pour mesurer ce phénomène-là, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a évalué l'encadrement parental à l'âge de 12 ans, puis on est revenu voir, avec des statistiques comme celles du ministère de l'Éducation, si l'adolescent avait fini par éventuellement obtenir son diplôme du secondaire ou non. Puis Martin, tu sais que c'est comme ça qu'on établit comme les taux de... Les taux de réussite, absolument. Les taux de diplomation, puis oui. Avec les problèmes que ça peut poser, mais bon, c'est comme ça qu'on fonctionne. Puis dans les études longitudinales, c'est comme ça qu'on a fonctionné aussi. Puis ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait l'air d'avoir un lien ténu dans certaines études entre l'encadrement parental et la diplomation. Mais ça, ce lien-là était faible, puis deux, il n'était pas présent dans toutes les études. Mais quand on y pense minimalement, le problème avec ce type d'études-là, c'est qu'on évalue l'encadrement parental dans une période très jeune, dans une période où
l'adolescent n'est pas particulièrement à risque de décrocher à 12 ans. Puis là, on vient voir si ça va avoir un effet à long terme. Mais c'est parce que toute cette approche-là ne tient pas compte du fait que la vie, ça bouge. Puis il peut se passer toutes sortes de choses entre 12 et 16 ans dans la vie de l'adolescent. On peut penser à des conflits avec les parents, une séparation, des décès, toutes sortes de choses. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que, bon, OK, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de lien entre l'encadrement parental à 12 ans et l'éventuelle diplomation, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien du tout. OK? Ça, c'est donc une des raisons qui, quand on regarde la recherche, qui nous pousse à croire qu'il n'y a pas de lien entre l'encadrement parental et la persévérance scolaire. L'autre raison, c'est que quand on regarde tous les programmes qui ont été testés, là, je pense à un programme qui a suscité beaucoup d'intérêt au Québec, qui a été mené par Michel Janoz, entre autres, qui est un Check and Connect. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, Martin, mais des programmes comme Check and Connect, c'est très intéressant. Puis ce qu'on fait dans ces programmes-là, c'est qu'on utilise les leviers d'action qui sont le plus directement à notre portée, c'est-à-dire ce qui se passe à l'école. Puis on travaille très, très fort sur ce qui se passe à l'école, puis on obtient des résultats qui sont comme intéressants par rapport à ça. Quand tu regardes ces études-là aussi, ben, c'est facile d'arriver à la conclusion que si on veut que les jeunes persévèrent, ben, c'est à l'école qu'il faut que ça se passe. Mais encore une fois, le problème avec ça, c'est que le taux de réussite de ces programmes-là n'est pas parfait. Puis ça ne veut pas dire que parce qu'on travaille fort à l'école, qu'il ne faudrait pas travailler fort ailleurs aussi. Fait que c'est un peu comme, on a regardé la littérature, moi, puis Kamel, puis on a dit, ouais, il reste encore de la place à la contribution, puis en fait, à un examen plus sérieux ou plus, je dirais, plus attentif de la contribution parentale ou plus, je ne sais pas comment, peut-être plus détaillé, plus microscopique d'une certaine façon. Fait que ce qu'on a fait, c'est que dans notre échantillon où on avait suivi des élèves, en fait, on avait fait des entrevues détaillées avec des élèves qui venaient de décrocher de l'école et avec des élèves qui avaient un profil similaire mais qui étaient encore à l'école, puis des élèves qui n'avaient pas un profil particulièrement à risque de décrocher. Puis avec tous ces élèves-là, ce qu'on a fait, puis Kamel est encore en train de faire ce genre d'entrevue-là, c'est qu'on a fait un survol avec l'adolescent de tout ce qui s'était passé dans sa vie dans les 12 mois précédents, incluant ce qui se passait à la maison. Puis sur la base du portrait, je dirais, assez complet et assez touffu que l'adolescent a fait, bien, on s'est développé une échelle pour établir la qualité de l'encadrement que les parents offraient à l'adolescent dans les 3 mois qui précédaient le décrochage ou la persévérance scolaire pour nos jeunes qui ne décrochaient pas. Donc, on s'est intéressé à l'encadrement parental au moment où c'est le plus susceptible de faire une différence. C'est là qu'on a vu que dans une famille, quand les adolescents et les parents ne se parlaient plus, exemple, il y avait effectivement un risque de décrochage qui était beaucoup plus élevé que quand ça avait l'air de bien se passer dans la famille, pour dire les choses simplement. Puis souvent, c'est ce qu'on a vu. Tu sais, quand on a des adolescents qui ont comme un rythme de vie normal, qui ont l'air de vivre dans un environnement organisé, exemple, qui ne passent pas leur nuit à jouer aux jeux vidéo, qui ne restent pas à la maison sans raison au vu et au su des parents, tu sais, ce genre de choses-là. Des adolescents donc, qui avaient l'air de vivre dans un milieu harmonieux où les gens se parlaient, puis ça avait l'air d'être comme simple. Ces adolescents-là étaient moins à risque de décrocher que les adolescents qui vivaient dans des milieux moins chaleureux, où ça communiquait moins, où l'adolescent avait comme l'air plus laissé à lui-même. Tu sais, ce genre de choses-là. En fait, ce qui est comme intéressant dans l'étude de Kamel, quand on a regardé les entrevues détaillées, puis je vais te laisser poursuivre là-dessus après ça, Kamel, c'est que quand on a vu des fonctionnements familiaux qui avaient de l'air normaux, je dirais, ou comme, mettons, équilibrés, là, on a vu que le risque de décrochage était moins élevé dans ces milieux-là que dans les autres milieux. Puis ça, encore une fois, c'est comme intéressant. Puis moi, je trouve que la recherche, c'est souvent la recherche la plus intéressante ne vient pas contredire le sens commun, elle vient appuyer le sens commun. Puis je pense que c'est un cas où là, on a réussi, en faisant comme une étude détaillée du phénomène, à faire que les deux bouts se rejoignent d'une certaine façon. Fait que Kamel? Oui, pour un peu vraiment donner plus de détails également, nous, c'est dans la communication, la qualité de la relation
adolescent où on s'est dit qu'on pouvait aller plus en profondeur pour essayer de tenter d'expliquer la contribution de l'encadrement parental, par exemple. Et c'est vrai que la mise en place de cette échelle-là de critères avec différentes cotes, et moi j'ai trouvé ce travail-là au sein de ma recherche hyper intéressant parce que ça nous a demandé à un moment d'aller élaborer des critères propres aussi. Et c'est ce qui est difficile dans une recherche personnelle, c'est de dire, voilà, toute cette revue littéraire que l'on a, comment nous, on peut s'emparer de ce phénomène-là, qui est le décrochage scolaire, et comment on peut faire en sorte d'essayer de trouver un lien avec l'encadrement parental de ce qui nous intéressait. Et effectivement, d'avoir des cotes avec différents niveaux, avec ce qui nous apparaissait le plus important, c'est-à-dire l'encadrement optimal comme niveau 1. Ensuite, on avait réfléchi à différents niveaux, c'est-à-dire est-ce qu'on met également la supervision parentale avec, en différenciant tout ce qui concernait les confidences ou l'absence également ou la présence de soutien. Et ça, voilà, c'est aller progressivement dans cette échelle-là en allant à la cote la plus difficile et la plus, qui était celle de la négligence. Et de par ce biais-là, on a défini des moyennes de cote où ça nous a aussi permis à un moment de pouvoir avoir plus de données, de pouvoir analyser également par la suite. Mais effectivement, ce point-là très important de la communication, de la qualité de la relation parent-enfant, pour nous, elle nous apparaissait très importante à aller investiguer au plus profond. D'accord. C'est intéressant de voir que, en fait, pour tout le monde, c'est comme une évidence. Puis quand on rattache ça à des données de recherche, ben, il faut creuser un peu plus pour être certain qu'il y a qu'il y a une correspondance. Si un enfant réussit bien à l'école, donc ses parents, est-ce qu'ils ont vraiment à se préoccuper de sa réussite? Est-ce qu'on peut considérer qu'il va obtenir son diplôme du secondaire, comme on dit, son DES? Kamel, est-ce que tu veux que j'aille? Écoute, je vais introduire, et c'est vrai que la contribution d'Éric est toujours hyper intéressante parce qu'elle permet aussi d'affiner aussi le propos. Mais sur ce point-là, c'est vrai qu'on peut partir sur le point de dire que pour un élève qui réussit bien à l'école, on pourrait penser que les parents n'ont pas nécessairement besoin de s'en occuper ou de faire attention. Et ce qu'on remarque en fait dans la revue de littérature, c'est que c'est parce qu'il y a cette supervision-là parentale accrue et toutes les ressources autour. Et par ce biais-là, nous, dans notre recherche, on a été aussi interrogé au niveau du statut socio-économique des parents, de savoir un peu au niveau des ressources et du capital que l'enfant détenait à la maison, et de dire à un moment, qu'est-ce qui différencie un élève qui réussit, qui persévère à l'école, un élève qui décroche. Et souvent, pour définir le décrochage scolaire d'une autre manière, pour l'appeler, on présente la persévérance scolaire. Et c'est vrai que parfois, il y a des études qui se concentrent sur la persévérance scolaire, tout en pensant expliquer le décrochage scolaire. Et c'est un peu plus compliqué que ça. Mais c'est sûr qu'il y a des points, il y a des indicateurs qui vont notamment expliquer pourquoi un élève persévère, et d'aller chercher dans son entourage également, d'aller expliquer cela de par les caractéristiques qu'ont les parents. Et sur ce que je disais auparavant, statut socio-économique, c'est quelque chose qui peut expliquer pourquoi un élève persévère. Mais de là à dire, et selon moi, que les parents n'ont pas besoin, non, au contraire, c'est parce qu'ils ont une attention précise et focalisée sur cet objectif-là de la réussite scolaire de leur enfant, que l'enfant il peut réussir. Et ça rejoint un peu le point de départ de dire que est-ce que, par exemple, un élève qui décroche, voilà, donc c'est ça, mon propos introductif, ça serait plutôt de partir là-dessus. Et ensuite, je laisse la main à Éric. Merci, Kamel. Tu sais, Martin, on a beaucoup poussé au cours des dernières années, notamment ma collègue Monique Brodeur, sur l'importance de la prévention précoce. On va comme intervenir au préscolaire, on va intervenir en maternelle, on va intervenir en première année. Et si on assure la réussite des élèves, notamment en français, en mathématiques, on devrait mettre comme les élèves sur la bonne voie puis faire en sorte qu'ils vont diplômer. Okay? C'est comme
un peu l'idée que la prévention, c'est beaucoup plus payant que l'intervention tardive. D'une certaine façon, le dollar que tu investis en prévention, ça va te permettre de sauver 100 dollars en intervention plus tard, etc., etc. Puis, tu sais, la prévention précoce, c'est bon en soi pour toutes sortes de choses. Sauf que quand on regarde encore une fois en détail les études, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a un certain lien entre la réussite en lecture en première année et la persévérance scolaire, au sens où si tu es un bon lecteur à la fin de la première année du primaire, tu as plus de chances de diplômer que si tu n'es pas un bon lecteur. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce lien-là est ténu, puis il y a plein de bons lecteurs à la fin de la première année qui n'auront pas leur diplôme, puis il y a quand même pas mal de lecteurs en difficulté à la fin de la première année qui vont l'obtenir, leur diplôme. Le lien n'est pas parfait, puis je te dirais loin de là. Si on revient notamment aux travaux de Michel Janoz, ce qu'il a démontré, c'est qu'il y a à peu presque la moitié des décrocheurs qui sont des décrocheurs qu'on peut qualifier de discrets, c'est-à-dire qu'ils ont essentiellement un parcours non problématique. Puis tout d'un coup, les élèves quittent l'école. Okay? Ça, ce que ça veut dire, c'est que la réussite n'est pas un garant de diplomation. Puis ce qu'on soupçonne de plus en plus qui se produit, c'est qu'il y a la réussite dans les classes, puis c'est très important. Puis je ne suis pas en train d'essayer de diminuer ça d'aucune façon. C'est vraiment comme central à la mission de l'école. Mais même si on était dans une école qui serait capable de faire en sorte que 100% de sa clientèle réussisse de manière satisfaisante, on aurait probablement encore des taux de décrochage super élevés. Pourquoi? Parce que la vie qui intervient, puis elle n'intervient pas juste au début du parcours, elle intervient pendant tout le parcours. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est que, en fait, c'est ce que, sans le démontrer, c'est ce que les résultats de Kamel suggéraient, c'est qu'il faut que les parents restent vigilants, même si leur enfant réussit bien à l'école, puis il faut qu'ils restent vigilants tout le temps, parce qu'il peut toujours se passer des choses. Puis, dans l'étude dont Kamel a tiré ses résultats, parmi les choses qu'on a vues, c'est que des fois, il arrive des événements comme une peine amoureuse très difficile qui est couplée avec, tu es avec ton chum, ta blonde, tu te sépares, puis tout le réseau social prend le bord de ton chum, ta blonde, tu te ramasses complètement isolé à l'école. Dans certains cas, ça a l'air suffisant pour faire décrocher un adolescent. Fait que si les parents ne sont pas là à ce moment-là pour essayer de rattraper la situation, ben malheureusement, on a vu vraiment des situations qui ressemblaient à ça, qu'une peine amoureuse pendant l'adolescence avait de l'air suffisante pour faire décrocher un adolescent. Puis, ça me ramène un peu sur l'espèce de débat, puis le point fort intéressant que Kamel a soulevé, que comment est-ce qu'on aborde la qualité du soutien parental? Puis c'est le fun parce qu'on a commencé l'étude de Kamel à un moment où il y avait dans la littérature scientifique un gros débat sur c'est quoi un bon encadrement. Il y a des gens, comme notamment Tom Deschen en Oregon, qui ont poussé comme assez fort l'idée d'une supervision. Il faut que le parent surveille et sache ce que son adolescent fait le plus souvent possible. Donc, il y a cette idée-là de supervision, de surveillance d'une certaine façon. Puis, il y a comme pas mal de gens qui ont poussé l'idée que, des bons parents, c'est ça que ça fait, ça surveille. Puis, il est comme arrivé une idée, puis je ne me souviens plus de sa provenance exacte, peut-être Kamel, tu t'en rappelles. Il y a des gens qui sont arrivés et qui ont dit ça n'a pas l'air d'être ça quand on regarde ce qui se produit. Les parents qui sont là, ce qu'ils font pour avoir l'information, c'est qu'ils donnent envie à l'adolescent de se dévoiler, de parler. Ils sont là pour écouter, ils sont là pour engager le dialogue, pour que l'adolescent leur dise ce qu'il fait, ce qui l'inquiète, il est avec qui, etc. Fait qu'on essaie de saisir ça dans notre échelle de qualité d'encadrement parental. Est-ce que le parent est là? Est-ce que le parent a l'air à l'écoute? Est-ce que le parent pose des questions? Puis ce qu'on a vu, c'est que quand il y avait cette espèce de proximité-là, de canal de communication qui était ouvert, c'est là que ça avait l'air de bien se passer. Puis c'est ça qui avait l'air de protéger l'adolescent contre le décrochage. Plutôt que cette idée-là, moi, des fois, je dis,
on ne mettra pas un drone au-dessus de chaque adolescent en permanence pour le surveiller tout le temps, pour voir qu'est-ce qu'il fait. Ce n'est pas comme ça que ça fait. On n'a pas les moyens technologiques pour faire ça. Puis, c'est même pas clair que ce serait une bonne idée, même si c'était faisable. L'idée, c'est beaucoup plus, c'est ça, d'encourager le dévoilement puis de maintenir la communication. Puis c'est ça qu'on a essayé de saisir dans l'étude de Kamel. Je pense qu'on l'a fait, Kamel, plutôt. On a essayé fort, puis je pense qu'on est allé chercher quelque chose de cette. Je me souviens bien, effectivement, de ces discussions parce que de par le travail de recherche, on était obligés de se rencontrer beaucoup. Hein. Mais je me souviens bien, moi, c'était que les discussions que l'on avait, elles prenaient leurs origines également de la vie quotidienne. Et moi, j'avais mon petit frère à l'époque, et c'est une confidence que je fais. Et parce que la recherche, c'est toujours quelque chose qui part aussi de son quotidien propre et de son expérience personnelle. Et j'avais moi un petit frère qui était adolescent à l'époque. Et c'est ce qui nous permettait également de commencer à essayer de fourmiller dans les idées. Et je disais, tu sais, Eric, bizarrement, moi, j'ai des parents qui sont dans une supervision hyper accrue, hyper présente. Et j'ai un petit frère qui glisse progressivement. Et on ne comprend pas parce qu'il y a quand même beaucoup de grands frères et sœurs autour. Et notre supervision, elle essaye d'être le plus possible optimale. Mais ce qu'on remarquait et ce qu'on observait, effectivement, on ne peut pas généraliser ça. Voilà, on ne peut pas généraliser ça, c'est un cas personnel, mais moi qui me permettait également d'apporter de l'eau à mon moulin pour essayer de faire évoluer les réflexions aussi, de les rendre plutôt singulières. Et progressivement, on se rendait compte à la maison qu'on perdait le fil de la communication et du lien. Et que effectivement, beaucoup de parents diront oui, c'est logique. Non, parce que c'est à l'adolescence que je reprends un peu les différentes expérimentations de dépistage précoce des difficultés scolaires au primaire. Mais effectivement, nous, on s'est intéressé à l'adolescence. Et nous, notre échantillon, c'est un échantillon d'adolescents. Et parfois même un peu, ça allait jusqu'à 17-18 ans. Donc là, on est chez les jeunes adultes. Et ce qui fait que l'un des indicateurs, que après coup, ce que je peux dire là-dessus, c'est effectivement, on perdait la communication avec lui et on ne savait plus réellement avec qui il était à l'extérieur. Et qu'il y a les confidences, alors qu'il avait une relation très, très proche avec sa mère, il n'y avait plus cette relation-là du tout. Et donc, on découvrait autrement que par lui-même ce qu'il faisait à l'extérieur qui avait un impact directement sur ses résultats scolaires. Et donc, c'est là où on est parti sur le fait de dire, tu sais, peut-être que la présence de confidence ou pas, pour notre part, elle serait intéressante à aller fouiller parce qu'elle peut expliquer qu'il y a peut-être une corrélation entre certaines variables. Et là-dessus, effectivement, tu fais très bien de le dire parce que ça me vient à l'esprit. Et c'est par ce biais-là qu'on est arrivé à dire peut-être que ce lien-là, surtout à l'adolescence, où les personnalités évoluent, où la relation avec le parent, elle n'est plus aussi fusionnelle ou plus aussi indispensable que cela, parce qu'arrive la relation et l'influence des pairs. Et nous, c'était là où la communication, elle était intéressante à aller investiguer. Excellent. Donc, un canal de communication ouvert et une certaine confiance. Je pense que ça revient aussi à une certaine confiance de la part des parents envers leur adolescent et tout ça. Il faut que ça soit mutuel, partagé. Et c'est très dur à mettre en place dans la réalité. C'est ce qui est difficile. Effectivement, ça a l'air d'être tellement une évidence que non, c'est là où les événements de vie qui arrivent de manière très soudaine et sans prévenir, que ça va basculer et faire en sorte que l'équilibre familial qui existe ou relationnel va basculer. Oui, puis il y a un moment dans l'adolescence où on est en quête d'autonomie et les parents sont les dernières personnes qu'on veut voir intervenir dans notre vie. Ça fait partie de la vie. Donc, est-ce que seulement certains enfants ont besoin d'un bon encadrement parental pour persévérer à l'école? Nous, ce qu'on a vu, Martin, dans l'étude, partant des intérêts de Kamel, on a regardé, on s'est arrangé pour construire un échantillon, en fait, où on avait beaucoup de représentations
familles d'immigration récentes et de familles d'immigration pas récentes. On avait évidemment des garçons, des filles, tout ça. Puis, tu sais, ça serait peut-être facile de croire dans un environnement, disons, socio-médiatique où on parle énormément du décrochage chez les garçons, que c'est en particulier chez les garçons que l'encadrement parental fait une différence. Ou peut-être dans les familles qui ne sont pas d'immigration récente. Tu sais, ce genre de choses-là, où on peut penser à toutes sortes de configurations. Puis, tu sais, on n'a pas examiné toutes les variables, mais parmi les choses qu'on a vues, c'est qu'un encadrement parental de qualité, tel qu'on l'a défini, en milieu d'adolescence, avait l'air d'être un facteur protecteur dans tous les sous-groupes qu'on a considérés. Donc, c'est comme si on disait ça avait l'air égal, important, égal pour tout le monde. Pour tout le monde. Puis, tu sais, encore une fois, ça, je dirais que c'est quelque chose qui, à mon sens, rejoint le sens commun. Que c'est pas juste pour certaines personnes, c'est comme d'une certaine façon, tout le monde a besoin de se sentir apprécié, tout le monde a besoin de se sentir dans un environnement ouvert où les gens communiquent, etc. Puis je trouve que ça fait tellement de sens. Là. Mais tu sais, ceci dit, Martin, des fois, on perd de vue je dirais comme l'éléphant dans la pièce d'une certaine façon, méthodologiquement, puis je tiens comme à ramener sur le tapis que ce qu'on a fait Kamel et moi, c'est malgré tout le soin qu'on a apporté à l'examen de l'encadrement parental, il reste que ce qu'on a fait, c'est une étude corrélationnelle. On a regardé un lien entre deux phénomènes. Puis quand on est dans ce type d'étude-là, on ne fait jamais la démonstration claire et nette que c'est la variable A qui cause la variable B, c'est-à-dire l'encadrement parental, qui est un facteur déterminant sur la persévérance scolaire. En quelque part, ça pourrait l'air intuitif, mais ça pourrait être l'inverse. Un jeune qui, peut-être un peu comme le frère de Kamel, je ne connais pas la situation de ton frère exactement, mais peut-être un peu comme la situation de ton jeune frère qui a moins envie d'aller à l'école, ben, la première étape, c'est peut-être de dire, là, je m'éloigne de mes parents pour préparer ma sortie. Fait que ça se peut que la distance qu'on sentait super clairement dans les entrevues des jeunes qui avaient décroché, ben, c'est peut-être eux qui l'ont créé aussi parce qu'ils s'apprêtaient à décrocher. Fait que c'est toujours, faut toujours comme ramener ça, garder ça en tête que c'est sûr que pour nous, c'est comme évident que le lien encadrement parental, ça va causer la persévérance scolaire. Dans les faits, c'est pas nécessairement ça. Puis ça pourrait être une espèce de, moi, la façon dont je le vois, c'est un genre de danse à deux. C'est comme on dit, il faut être deux pour danser le tango. Ben, c'est probablement comme un jeune qui est comme en interaction avec ses parents. Puis ça peut être les parents ou leur manque de leur décrochage. Ça peut être le décrochage des parents qui vient causer le décrochage de l'élève. Ça se peut que ce soit l'envie de décrocher de l'élève qui fait en sorte que ses parents se sentent comme repoussés. Mais d'une manière ou d'une autre, je pense que les données qu'on a requises sont assez convaincantes pour dire que quand il n'y a plus de communication, quand on a un élève qui peut passer la journée à la maison sans problème de santé évident, pas aller à l'école, puis ses parents ne posent pas de questions. Puis ça, Kamel, on l'a vu à plusieurs reprises. Il y a quelque chose là, puis ça devrait, peu importe comment est-ce qu'on en est venu là, ça devrait sonner une alarme pour dire « Oh, ça ne va pas bien », puis ça pourrait avoir une incidence sur la fréquentation scolaire. Parce que c'est ça, je pense que ce qu'on a fait, c'est qu'on a ramené les parents dans la discussion, puis on a attiré l'attention, j'espère, en faisant cette recherche-là, sur le fait que quand il y a un bris de communication, puis là, c'est quelque chose de gros, là, quand même, ça ne regarde pas bien. Puis même pour un élève qui, genre, jusqu'en secondaire 2, ça va super bien à l'école, quand ça craque dans la situation familiale comme ça, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Au-delà des jugements, tout ça, est-ce que seulement les enfants qui sont clairement négligés par leurs parents décrochent au secondaire? On y a partiellement répondu, mais je relance la question. Veux-tu que je m'en occupe, Kamel? Oui, je t'en prie. Oui, puis tu sais, là, la réponse, Martin, est
est intéressante un petit peu, puis c'est pour ça que je la prends au rebond, Kamel. C'est parce qu'elle est comme un petit peu compliquée. Puis voici le raisonnement qu'on a fait. Notre échantillon est un échantillon défavorisé ou très défavorisé de Montréal. Okay. Puis on a fait comme vraiment tous les efforts pour être capable d'aller chercher des élèves qui ne participent pas aux recherches habituellement. Puis parmi les choses qu'on a fait, en travaillant très fort avec nos collègues de l'Université de Montréal, on a convaincu les écoles et les comités d'éthique qu'on n'avait pas besoin du consentement parental pour faire participer des jeunes, étant donné que dans plusieurs cas, c'était des jeunes qui étaient en situation de grande vulnérabilité. Puis à faire tout ce travail-là, on a réussi à aller chercher dans notre échantillon, je pense, des adolescents qui ne participent normalement pas à la recherche, dont certains qui étaient comme dans des situations de négligence évidentes. Des jeunes qui étaient complètement abandonnés. Puis ce qu'on a vu chez ce groupe-là, c'est que le taux de décrochage était très fort. Donc, c'est OK. Puis d'une certaine façon, tu regardes ça, tu te dis c'est comme une évidence. C'est comme un train qui s'en va directement dans le mur. Ça ne pourrait pas faire autrement. D'une certaine façon, c'est un jeune qui est comme en situation ou qui était jusqu'à récemment en situation où, de toute évidence, la famille ne répondait pas à ses besoins de base. Comment est-ce que tu veux que ce jeune-là comme reste à l'école? C'est comme virtuellement impossible. Fait que ça, dans ces situations-là, on s'est dit, ouais, OK, ça n'a vraiment pas de l'air bon. Puis évidemment, il y a des cas qu'on devait rapporter à la DPJ, on l'a fait, etc. Mais ce sur quoi je veux attirer ton attention, Martin, c'est des cas comme ça, même dans un échantillon extrêmement défavorisé ou très défavorisé comme le nôtre, il n'y en avait pas beaucoup. Puis si la seule chose qui causait du décrochage, c'était la négligence, on n'aurait pas les taux de décrochage qu'on a présentement. La plupart des décrocheurs dans notre échantillon, même dans un échantillon très défavorisé, ne provenaient pas de familles négligentes. Ils provenaient de familles où la communication avait été rompue. C'est pas négligeable, hein? Ah non, c'est ça. C'est ça. Puis il y a de l'air d'avoir comme deux réalités qui opèrent en même temps. Évidemment, la négligence de type DPJ, c'est pas bon. C'est pas bon pour rien, puis c'est pas bon pour la persévérance. Mais ça ne semblait pas être, à tout le moins dans notre échantillon, ça ne semblait pas être une cause majeure de décrochage parce que c'était tout simplement pas assez fréquent pour l'être. Il faut qu'il y ait d'autres facteurs qui interviennent. Puis comme je disais à Kamel, s'il y a plein de monde qui sont malades de la COVID, il faut qu'il y ait plein de virus. Sinon, il y a comme une impossibilité. Là. Puis là, c'est comme si la négligence n'était pas assez courante chez les adolescents, d'après ce qu'on a vu, pour provoquer un genre d'épidémie de décrochage. Tout à fait, tout à fait. Kamel, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter à ce niveau-là? Par rapport à cette notion à ce critère-là de négligence par rapport à notre échantillon, effectivement, nous, on en a eu 2 sur les 108 jeunes qu'on a suivis, qu'on a analysés. Donc, on a eu ces discussions-là pas plus tard qu'il y a quelques jours avec Eric. Et effectivement, moi, je ne suis pas assez outillé par rapport à ça pour pouvoir tenter d'expliquer. Mais bon, effectivement, les conditions sont telles que il y a une logique aussi qu'il y a un enfant qui ne soit plus du tout intéressé par l'école, étant donné que les conditions autour de lui matérielles, affectives et émotionnelles ne soient pas réunies du tout. Mais effectivement, nous, ce qu'on remarque, c'est que dans le cœur et la grosse proportion, elle est plutôt dans des élèves qui eux, ont une structure familiale minimale autour d'eux et une assise minimale parentale autour d'eux. Excellent. Écoutez, messieurs, je vous remercie infiniment pour ce temps et votre grande générosité à partager le fruit de vos travaux. Alors, merci pour votre passion et évidemment d'avoir partagé toute votre expertise sur le sujet. Un grand merci. Nous vous rappelons par le fait même notre prochain rendez-vous le 8 décembre prochain à 18h30 où j'accueillerai Mme Julie Poisson
pour discuter de comment réduire les barrières à l'implication des parents de milieux défavorisés dans l'éducation préscolaire de leurs enfants. Alors, un autre sujet, évidemment, très palpitant en lien avec l'éducation. Alors, messieurs, un immense merci. Ce fut très agréable de vous accueillir pour notre premier webinaire de cette 3e saison. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toi aussi, Martin, au plaisir. Au plaisir, merci. À tout le monde. Au revoir. Au revoir.